Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous sur ce nouveau webinaire de Rose Up Association. Je vous le rappelle, Rose Up est une association de patientes qui informe, défend les droits et accompagne les femmes atteintes de tout type de cancer. Donc, merci, mesdames, d'avoir adhéré à l'association. Ça nous permet de continuer toutes nos actions d'accompagnement. Moi, je suis Charlotte, je suis votre chargée d'accompagnement et coordinatrice sur ma maison Roseup. Je suis là pour vous accompagner au mieux, donc vous n'hésitez surtout pas à me solliciter par mail ou par téléphone, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'hormonothérapie avec le docteur Lucie Véron qui va vous présenter un petit peu les choses. N'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion, aussi l'onglet questions-réponses, peut-être pour qu'on fasse un temps d'échange à la fin de la présentation. Je ne sais pas, vous me dites comment vous voulez qu'on fasse exactement, mais je pense que ça peut être pas mal comme ça. Voilà, moi je note tout et voilà, je vous laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire, mesdames. Merci. Oui, je pense que c'est mieux les questions à la fin parce que parfois, je peux y répondre au fur et à mesure de la Ouais. présentation. Hum, Euh, du coup, je suis Lucie Véron, je suis gynécologue médicale spécialisée en oncologie et je travaille à Gustave Roussy à Villejuif. Donc, mon activité principale, ce n'est pas l'oncologie, mais c'est tout ce qui est autour de l'oncologie en lien avec la gynécologie. Et donc, quand même, l'hormonothérapie, ça a beaucoup de place. Dans mes consultations en termes de gestion des effets secondaires en particulier. Euh, j'ai déjà fait une petite partie sur qu'est-ce que l'hormonothérapie, comment ça marche, pour qui, combien de temps, etc. Et puis ensuite, il y aura la deuxième partie sur quelques effets secondaires, ceux que je vois les plus fréquemment et pour lesquels c'est important de vous donner aussi des clés. Et puis après, il y aura sûrement plein d'autres choses que je n'aurais pas abordées et on pourra les voir pendant les questions. hum, Donc, l'hormonothérapie, malgré son nom, c'est un traitement qui est anti-hormonal et qui va cibler les œstrogènes, puisque dans certains cas de cancer, ce qu'on appelle les cancers hormonodépendants, la cellule du cancer, elle a des récepteurs aux œstrogènes à sa surface et les œstrogènes vont aller la stimuler, faire qu'elle grandisse, qu'elle se multiplie, etc. Et c'est pour ça que ces traitements, parce qu'il y en a plusieurs types d'hormonothérapie, ont été développés pour contrer cette action des hormones féminines sur les cellules cancéreuses du cancer du sein. Il y a plusieurs types de traitements d'hormonothérapie. Il y a ceux qu'on appelle les anti-aromatases et c'est ceux qu'on donne à la ménopause. On va revoir un peu comment ça marche et leur nom. Il y a ceux qu'on appelle les modulateurs des récepteurs aux oestrogènes et c'est ceux qu'on donne principalement chez les femmes non ménopausées. Et puis, les agonistes de la LHRH, pareil, on va revoir lesquels ce sont et comment ça marche et on les donne aussi chez les femmes non ménopausées. Et je vais commencer d'abord par les femmes non ménopausées. Alors déjà, un petit rappel de comment fonctionne le corps. C'est un rappel peut-être très ancien pour vous. Mais en gros, le cerveau, via l'hypothalamus, il va stimuler une glande qui s'appelle l'hypophyse, qui se trouve sous le cerveau. Et cette hypophyse, elle va elle-même produire des hormones qui vont aller stimuler les ovaires, et c'est les ovaires chez la femme non ménopausée qui produit les œstrogènes. Et aussi la progestérone, mais je vous ai dit, ces traitements ciblent surtout tout ce qui est œstrogène. À l'inverse, quand on n'est plus ménopausé, donc on dit classiquement qu'il n'y a plus d'œstrogène dans le sang, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il en reste encore un tout petit peu en très très faible quantité. Et cet œstrogène, il est produit via le tissu graisseux. En fait, ce sont des glandes qui se trouvent au-dessus du rein, qui s'appelle la glande surrénale, parce qu'elle est au-dessus du rein, qui va produire des hormones qu'on appelle les androgènes. Donc, c'est plutôt des hormones qu'on va dire masculines. C'est de la testostérone, en gros, mais on a aussi de la testostérone quand on est une femme. Et cette testostérone, elle va être transformée en œstrogène au niveau de certains tissus graisseux. Qu'on soit mince ou pas mince, c'est pareil. Et on a quand même encore un petit peu d'œstrogène qui circule dans le sang après la ménopause. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des symptômes
de ménopause en lien avec la carence en oestrogène, parce que je vous ai dit, c'était des très, très faibles taux d'œstrogène, voire quasiment indétectables dans le sang après la ménopause. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce qu'on va voir que les traitements, ils ont été développés pour aller cibler soit les différentes productions d'œstrogènes, soit aller empêcher que les oestrogènes aient une action sur les cellules cancéreuses. Chez les femmes qui ne sont pas ménopausées, je vous ai dit, les principaux traitements d'hormonothérapie, c'est les modulateurs des récepteurs et c'est le tamoxifène. Vraiment, il n'y a que celui-là dans cette classe-là, nom de marque Nolvadex. Et comment ça va agir? Vous voyez sur ce petit schéma, le tamoxifène, va aller bloquer les récepteurs aux oestrogènes des cellules cancéreuses. En gros, je vous ai dit, les oestrogènes, elles vont aller stimuler les cellules cancéreuses parce qu'elles ont des récepteurs pour capter les oestrogènes. Le tamoxifène va aller prendre la place de l'oestrogène sur les récepteurs et la cellule ne va pas être activée, ne va pas se multiplier, voire va finir par même totalement mourir. Et c'est comme ça que ça marche, cette hormonothérapie, par blocage des récepteurs. Donc, on ne va pas agir sur la production des oestrogènes, mais directement sur la cellule cancéreuse. C'est prescrit chez les femmes qui ne sont pas ménopausées. Dans certains cas, chez des femmes ménopausées qui ne pourraient pas prendre les autres hormonothérapies qui sont les anti-arométases parce qu'il y a une contre-indication ou autre, mais ça marche un petit peu moins bien chez la femme ménopausée. Action de blocage, comme je vous disais. Chez la femme non ménopausée, toujours pareil, on a aussi d'autres hormonothérapies, c'est ce qu'on appelle les agonistes de la LHRH. Et là, ça va aller bloquer directement la production des oestrogènes parce que ça va agir à ce niveau-là, au niveau de l'hypothalamus, donc cette partie du cerveau qui produit la LHRH, et du coup, ces traitements vont aller bloquer la production de LHRH. Et donc après, toute la chaîne en dessous est totalement bloquée. Il n'y a plus de stimulation de la glande hypophyse, les ovaires ne se plus stimulés, ils ne produisent plus d'œstrogènes. Voici leurs noms commerciaux, Enanton, Decapeptyl. Ces traitements, ils se font par injection intramusculaire toutes les 3 semaines, enfin tous les mois, pardon, ou tous les 3 mois, ça dépend du dosage. Le tamoxifène, lui, je ne vous ai pas dit, mais c'est un comprimé qu'on prend tous les jours. Et cette hormonothérapie, elle est prescrite dans certains cas chez les femmes ménopausées. Et chez ces femmes-là, elles ont à la fois cette hormonothérapie, les agonistes, plus en plus le tamoxifène ou les anti-aromatases. En gros, on va aller donner toutes les hormonothérapies qui existent pour bloquer absolument toutes les productions d'œstrogènes et toutes les actions des oestrogènes qui pourraient rester au niveau des cellules cancéreuses. C'est pas donné dans tous les cas, c'est dans certains cas, c'est principalement les cas les cancers qui étaient relativement avancés ou agressifs. Et dans ces cas-là, on va plutôt donner cette association d'agonistes et de l'autre hormonothérapie. Et puis dans les cas de cancer du sein chez les femmes jeunes, mais qui sont moins avancés, moins agressifs, on va plutôt donner uniquement le tamoxifène et ça suffira comme effet. Chez les femmes ménopausées, donc je vous ai dit, il reste quand même un petit peu des oestrogènes qui sont produits au niveau des tissus graisseux par ce qu'on appelle une enzyme. Donc c'est une protéine qu'on a dit qui transformait la testostérone en oestrogène. Et on va aller bloquer cette enzyme qui s'appelle l'aromatase. Donc les traitements s'appellent tout simplement des anti-aromatases. Et donc du coup, on n'aura plus cette production minime d'œstrogène qui reste la seule source d'œstrogène chez les femmes ménopausées. Et donc, c'est comme ça qu'il y a cette action anticancéreuse. Les anti-aromatases, il y a 3 molécules, létrozole, anastrozole, exemestane, 3 noms de marque. Elles ont été développées en même temps, elles ont exactement la même action en termes de réduction du risque de récidive. Donc, on peut les avoir on peut avoir l'une ou l'autre de façon totalement similaire.
Ça, je vous l'ai dit. Et donc, c'est pour les femmes ménopausées. Quand est-ce qu'on a une hormonothérapie? Quand on a un cancer du sein. Ça, c'est quand le cancer du sein est dit hormonodépendant, et c'est une définition qui est donnée par le médecin qui analyse, qui analyse les caractéristiques du cancer. Et pour avoir une hormonothérapie, il faut qu'il y ait plus de 10% des récepteurs aux oestrogènes. Enfin, il faut que, oui, le cancer ait plus de 10% des récepteurs aux oestrogènes. Et ça va jusqu'à donc de 10 à 100%, on aura une hormonothérapie. Et donc, je vous ai résumé, avant la ménopause, tamoxifène ou alors association des agonistes de la LHRH plus tamoxifène ou anti-aromatase. Et après la ménopause, c'est anti-aromatase. Et dans certains cas assez rares de contre-indication aux anti-aromatases, on peut donner le tamoxifène, bien qu'il soit un tout petit peu moins efficace dans ce contexte des femmes ménopausées. Le minimum, c'est 5 ans. Pourquoi pas moins? Il n'y a pas d'étude qui a étudié moins que 5 ans, donc on ne peut pas dire que 3 ans, ça suffirait. On n'en sait rien. Et toutes les études qui ont été faites, c'était minimum 5 ans. Et auparavant, on donnait 5 ans à tout le monde, et maintenant, grâce à d'autres études, on sait que dans certains cas, il vaut mieux continuer l'hormonothérapie jusqu'à 7, voire jusqu'à 10 ans, parce qu'on a démontré qu'il y avait toujours un bénéfice au-delà de 5 ans chez certaines femmes. Et c'est toujours pareil, si c'était un cancer relativement avancé au départ, agressif, etc., c'est des cas où on va tendance à vouloir prolonger l'hormonothérapie parce qu'on a démontré qu'il y avait toujours un bénéfice. C'est toujours quand même discuté avec chaque patiente en fonction de la tolérance de ces traitements et en fonction de ce qu'on attend comme bénéfice de ce traitement par rapport aux effets secondaires et aux inconvénients. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec votre oncologue. Pas avec moi, parce que moi, je ne suis pas votre médecin. Pourquoi on donne l'hormonothérapie? C'est un traitement absolument majeur dans le cancer du sein hormonodépendant. C'est un traitement qui va diminuer le risque de rechute d'environ 40%, et c'est énorme. Aucun autre traitement ne fait aussi bien. La chimiothérapie, c'est aussi donné pour diminuer le risque de rechute. Ça ne fait pas aussi bien. La radiothérapie non plus. L'hormonothérapie a vraiment un énorme impact. Et pourtant, on a l'impression que c'est celui qui nous embête le plus parce qu'il peut avoir des effets secondaires, parce qu'il faut le prendre pendant plusieurs années. Et c'est tout l'enjeu pour nous, les gynécologues, oncologues, c'est de pouvoir faire en sorte que vous puissiez prendre ce traitement le plus longtemps possible. C'est ce petit schéma, c'est au départ, selon son âge, le type de cancer qu'on a, la taille du cancer, etc., il y a un risque de rechute qui existe. Et ce risque, quel que soit son niveau, il est diminué de 40% quand on prend l'hormonothérapie pendant le minimum de 5 ans, comme on disait. Donc, c'est absolument majeur. C'est pour ça que c'est hyper important de le prendre. Ou peut-être que sinon, on peut faire une partie question sur l'hormonothérapie en général, maintenant, ou alors après, parce que... Oui, on peut. Là, j'avais déjà quelques premières questions, donc je peux vous les poser. Oui, On la partie avait, d'après, c'est les effets secondaires, donc ça sera pour après, mais si c'est question sur l'hormonothérapie, on peut peut-être y répondre maintenant. ok, là, on avait juste la question de est-ce lié au taux de récidive? En tout cas, c'est ce que vous venez d'expliquer. C'était Julia qui demandait la durée du traitement, donc ça, vous venez de le dire. Et on avait Lydia qui posait la question pourquoi cibler seulement l'œstrogène alors que l'on sait aussi qu'il y a aussi des récepteurs de progestérone. Donc, En fait, déjà, pour l'instant, il n'existe pas vraiment de molécules qui puissent cibler que les récepteurs de progestérone. Et puis en plus, donc c'est vrai que dans les caractéristiques du cancer, je vous ai dit hormonodépendant, on regarde les récepteurs aux oestrogènes et les récepteurs à la progestérone. Il est quand même rarissime qu'il n'y ait aucun récepteur aux oestrogènes et que des récepteurs à la progestérone.
C'est des cas très particuliers pour lesquels malheureusement, du coup, l'hormonothérapie ne marche pas et on n'a pas de molécules spécifiques contre les récepteurs à la progestérone et la progestérone en général. Mais il faut retenir que, en gros, c'est souvent un couple. Quand on a des récepteurs à la progestérone, on a des récepteurs aux œstrogènes et on a développé beaucoup de molécules pour ces récepteurs aux œstrogènes-là. Donc voilà, peut-être que dans l'avenir, il y aura des nouveaux médicaments développés uniquement contre la progestérone et les récepteurs, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que c'est très compliqué en termes de développement de médicaments, effets secondaires ou autres, mais voilà. En tout cas, c'est extrêmement rare d'avoir que les récepteurs à progestérone et aux œstrogènes. Ou alors, on n'a pas du tout aucun des deux. Dans ces cas-là, on n'est pas dans le cadre d'un cancer hormonodépendant et dans ces cas-là, il n'y a pas du tout question d'hormonothérapie. Oui, bien sûr. Ouais. Là, j'avais pas mal de questions sur le côté de la ménopause, parce que comme il y avait des traitements avant la ménopause ou après, j'ai des femmes qui nous demandent à partir de quand on est considéré comme ménopausé, par exemple, parce que, alors par exemple, on a Sylvie qui nous demande, comme elle est tamoxifène, elle ne sait pas si elle est ménopausée. Et il y a d'autres questions de ce genre. Change-t-on d'hormonothérapie en cours de traitement si on est considéré ménopausé pendant le cours du traitement? Oui, alors ça, c'est toujours la grande question pour l'oncologue. Alors, par rapport à la première situation, et donc, on n'était pas ménopausé de façon certaine avant de débuter le traitement et on est sous tamoxifène. Et c'est vrai que le tamoxifène, ça peut, c'est pas de taux obligatoire, mais chez certaines femmes, ça peut faire qu'il n'y ait plus de règles ou des règles très irrégulières. Et donc, c'est difficile de savoir si on est ménopausé parce que la ménopause, c'est en fonction de est-ce qu'on a des règles ou pas de règles. Dans ces cas-là, la plupart des équipes font qu'elles continuent jusqu'à un âge théorique de la ménopause qui en général c'est 52 ans. Et puis après, soit par exemple il reste 1 an de tamoxifène, dans ces cas-là ça n'a pas vraiment d'intérêt je pense de changer, soit il reste encore pas mal d'années et donc l'oncologue peut décider parce que il y a l'âge théorique de 52 ans, on pourrait changer pour une anti-aromatase et puis on voit ce que ça donne. Parce que si on n'est pas ménopausé, on comprend des anti-aromatases, les règles reviennent. Donc il y a voilà. Il faut savoir que c'est très difficile pour nous de faire un diagnostic précis de ménopause quand il y a une hormonothérapie. Les bilans hormonaux sont très, très perturbés, on n'arrive pas très bien à les interpréter. Parfois, il n'y a pas de règles, donc ça ne peut pas être un signe. L'échographie n'apporte pas vraiment non plus d'informations. Et donc, c'est, on va dire, un ensemble de signes, l'âge principalement, qui va faire que l'oncologue peut changer en cours d'hormonothérapie. Du coup, on peut avoir commencé le tamoxifène et finir avec des anti-aromatases. Et la question qui peut se poser aussi, c'est au moment du diagnostic. Parfois, au moment du diagnostic de cancer du sein, on avait une contraception, par exemple stérile hormonale ou pilule, qui fait que on n'avait pas de règles. Et donc, pareil, ça va être surtout l'âge qui va faire dire si oui ou non on considère que la personne était ménopausée au moment du diagnostic. En gros, si elle avait moins de 50 ans, on va considérer de facto qu'elle n'était pas ménopausée, si on n'a aucun autre moyen de le savoir. Et si elle avait plus de 52 ans, on va se dire, ah, elle était probablement ménopausée. Mais c'est une situation pas si Hum. simple pour l'oncologue parce que la définition de la ménopause est surtout liée aux règles et dans un grand nombre de cas, on n'a plus ce symptôme-là pour savoir. Donc, c'est lui qui décide. Mm. Sur vraiment le fonctionnement du blocage des récepteurs, Cécile, elle comprend pas très bien comment ça marche, donc elle nous demandait l'effet de blocage des récepteurs se fait-il sur chacune des cellules de notre corps? C'est une très bonne question. Alors, ça va forcément cibler les cellules cancéreuses, c'est le but. Et après, le tamoxifène, il va aller sur d'autres récepteurs aux oestrogènes, d'autres organes. Et donc, c'est ça qui va surtout
faire qu'il y a des effets secondaires présents liés au tamoxifène et qui ne sont pas présents, par exemple, quand on a une anti-aromatase. C'est parce qu'en effet, le tamoxifène, il a des actions sur d'autres organes. Il peut avoir des actions en termes d'effets secondaires ou des actions aussi bénéfiques. Ça va dépendre de quel organe on parle. Par exemple, l'action bénéfique, le tamoxifène, ça a plutôt tendance à protéger les os de l'ostéoporose. Pas tout le temps le cas, mais ça peut. À l'inverse, effet secondaire sur un autre organe, ça va favoriser l'apparition de phlébites. Donc, quand on a une veine qui se bouche dans la jambe, et donc ça peut être des contre-indications au tamoxifène si on a déjà eu des phlébites, par exemple. C'est des exemples, hein. En effet, tout traitement qu'on prend, il est quand même très rare qu'il soit uniquement ciblé sur les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on veut, mais il y a forcément des actions sur d'autres organes et c'est souvent ça qui va définir les effets secondaires des traitements. Mhm. D'accord. J'avais une question sur l'hystérectomie. Si on a subi une hystérectomie, est-ce qu'on est forcément ménopausé ou pas? Parce que j'ai deux personnes qui ont en fait été opérées de l'utérus et du coup elles n'ont plus leurs règles. Mais est-ce qu'elles sont forcément ménopausées? Bah non, si on leur a pas enlevé les ovaires, ça va. Du coup, il faut voir quel type d'opération a été faite, mais on peut enlever juste l'utérus pour, par exemple, des fibromes et on va laisser les ovaires en place. Et dans ces cas-là, si les ovaires sont restants, on n'a pas été ménopausé au moment de la chirurgie. On est d'accord qu'il n'y a plus de règles parce qu'il n'y a plus d'utérus. Et c'est uniquement dans ce cas-là très particulier qu'on peut faire des bilans hormonaux avant les traitements, voilà, pour savoir où est-ce qu'on en est, si on est ménopausé ou pas. D'accord. C'est quasiment la seule indication. Mm. D'accord. Ou alors, Euh, on avait des symptômes de ménopause qui font penser qu'on était vraiment ménopausé, hein, pas bouffée de chaleur, etc. Dans ces cas-là, qui perdurent pendant plusieurs mois. Dans ces cas-là, on va dire, ah bah, vous êtes probablement ménopausé. Mais sinon, on peut faire des bilans hormonaux juste dans ce cas-là. Mm. d'accord. Il me semble avoir vu une autre question qui se rapportait vraiment à l'hormonothérapie. Pourquoi, alors la dose d'hormonothérapie n'est-elle pas adaptée à la taille et au poids de la patiente? Nous demande Catherine. Bah parce que probablement dans les études de l'hormonothérapie, ils n'ont pas vu de différence en termes d'absorption de médicaments en fonction du poids. Ouais, Normalement, ça, c'est dans tout développement de médicaments. Avant de regarder son efficacité, on regarde comment il est absorbé dans le corps, comment il est éliminé, et aussi, est-ce que c'est variable en fonction du poids. Ça, c'est très différent de chaque médicament. Donc, j'ai d'accord, pas la réponse directe, mais je pense que c'est juste parce que les études ont montré que ça ne servait à rien d'adapter. d'accord. Et bon, moi, ça, j'imagine que c'est aussi en fonction des études, mais elle nous demande aussi pourquoi la demi-vie de ce médicament étant très longue, il faut qu'on prenne du tamoxifène tous les jours. Pour la même raison, C'est ce que je pensais. ce n'est pas. C'est des études qu'on appelle de pharmacologie, donc voilà pour voir comment c'est pris, comment c'est absorbé par le corps, quel est le dosage dans le sang qui perdure pendant combien de temps, etc. Euh, En fait, il y a une différence entre le dosage qu'on veut avoir qui est efficace et après un dosage qui est diminué parce qu'on a arrêté de le prendre, mais néanmoins la molécule elle est toujours présente dans le sang. Donc ça, c'est très dépendant des molécules. Euh, alors pour la tamoxifène, je ne sais pas ses spécificités intrinsèques directes, mais en gros, on regarde ce qu'on appelle la demi-vie, combien de temps ça met pour qu'il n'y ait plus que 50% du dosage initial une fois qu'on a arrêté. Donc en gros, c'est jamais, en fait, on va jamais chuter de 100% de molécules dans le sang à zéro. Ça va forcément prendre un petit peu de temps. Mais si on a montré que l'efficacité, elle était avec 100% du dosage, étant donné que si on l'arrête, ça va forcément diminuer, et ben c'est pour ça qu'il faut reprendre tous les jours.
et pas 2 fois par jour parce ils ont vu que 24 heures, en gros, pendant 24 heures, ça restait à 100% et puis après, ça commence à diminuer. Mais à l'inverse, comme ça, j'aurais pas de questions sur ça. Pour le tamoxifène, en tout cas, et pour plein d'autres molécules, une fois qu'on l'a arrêté, on a encore la molécule qui persiste dans le sang pendant plusieurs jours, voire semaines, voire mois. Pour le tamoxifène, c'est plusieurs mois. Ça n'a plus la dose efficace au niveau des cellules cancéreuses, mais il est encore présent si on devait le doser. Mm. D'accord. J'avais une question. Est-ce qu'on va aborder l'hormonothérapie pour les cancers avancés ou les cancers métastatiques? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou est-ce qu'il y a plus de spécificité? Alors, j'ai pas abordé pour les cancers métastatiques, mais en gros, s'il y a toujours pareil, s'il y a des récepteurs aux hormones, il y aura de l'hormonothérapie, mais ça sera pas le seul traitement. C'est toujours associé à d'autres traitements qui sont spécifiques des cancers métastatiques, euh, qui ont d'autres actions au niveau de la cellule cancéreuse, hein, les anti-CDK4/6, les anti-mTOR, etc. Mais c'est des choses uniquement pour les cancers métastatiques qu'on associe à l'hormonothérapie. Mais j'ai pas abordé, du coup, ces traitements-là, puisque c'est pas des hormonothérapies. En fait, les hormonothérapies, que ce soit pour un cancer ou un cancer métastatique, les effets et le fonctionnement est le même, j'imagine, Le de toute façon. fonctionnement est le même, les effets secondaires potentiels sont les mêmes, la durée Mm. n'est pas la même parce que Exact. pas le cancer métastatique, c'est une maladie chronique et donc il n'y a pas de délai d'arrêt de l'hormonothérapie. Mm. Contrairement aux cancers qui ne sont pas métastatiques, où on a, du coup, je vous ai dit, un délai de prise entre 5 et 10 ans. Mm. Ok, très bien. Je vois une question ici. Est-ce que c'est préférable de prendre son traitement le matin, le midi ou le soir? Peu importe. Alors, en termes d'efficacité, c'est peu importe. Après, en termes d'effets secondaires, il y a certaines femmes qui nous disent que pour tel ou tel effet secondaire, si elle prend le soir, c'est mieux que si elle le prend le matin, par exemple. Et dans ces cas-là, si, par rapport à ça, il n'y a pas nécessité de prendre spécifiquement à jeun ou pas à jeun, avant un repas ou pendant un repas, c'est pareil. Donc, pas de règles particulières. D'accord. Ok. Bon, bah, après, les autres questions que j'ai, c'est plus sur des effets secondaires, donc on peut peut-être voir après. Ok. Euh, Euh, les effets secondaires de l'hormonothérapie, euh, comme on a dit, ils vont être liés au fait que il y a plus d'œstrogène, par exemple. On a bloqué la production d'œstrogène, ou alors on a bloqué les récepteurs d'œstrogène et dans certains organes, va avoir des effets secondaires également. Et puis, je ne vais pas en parler là très spécifiquement, mais selon le type d'hormonothérapie, il y a aussi des effets secondaires extrêmement précis. Bah, je vous ai dit, le tamoxifène, le risque de phlébite, voilà, c'est que lié au tamoxifène. C'est lié à son action sur le sang également, et c'est pas lié forcément aux œstrogènes en soi. Les œstrogènes, ils ont en général une action sur plein d'organes différents et pas que les organes gynécologiques, mais aussi sur la peau, au niveau du cerveau, ça protège le cœur, les artères, le foie, ça permet de réguler la synthèse du cholestérol, ça a une action protectrice au niveau des os, etc. Et donc, c'est pour ça que si on bloque les œstrogènes, bah, ça peut avoir un effet sur tous ces organes-là. On va pas faire tous les effets secondaires, mais j'en ai choisi que quelques-uns, comme je vous ai dit. Euh, je voulais aussi vous dire que aucun effet secondaire n'est obligatoire. La tolérance est très dépendante de chaque femme, et c'est pas parce qu'on n'a pas d'effet secondaire de l'hormonothérapie qu'elle n'est pas efficace. D'accord, c'est pas un signe d'efficacité d'avoir un effet secondaire. Donc, si vous la tolérez très bien, et ben, écoutez, tant mieux pour vous. C'est pas du tout une fatalité de très mal tolérer l'hormonothérapie.
Je voulais quand même insister sur ça parce qu'il ne faut pas anticiper si on vous a dit qu'il y aura de l'hormonothérapie dans le traitement. Ça sera en fonction de chaque femme de voir au moment où elle prend l'hormonothérapie comment elle la tolère. En tant que gynécologue, et parce que j'en vois beaucoup en consultation, je vais parler de certains effets secondaires au niveau gynécologique, parce qu'il y a vraiment plein de clés qui existent, et souvent les oncologues, ils sont pas très à l'aise avec ça, et ils connaissent pas très bien, et pourtant il y a plein de choses qui existent. Un des effets secondaires assez fréquent et pas du tout, enfin assez fréquent, c'est une sécheresse au niveau de la vulve et du vagin, qui souvent peut être apparue avec, par exemple, la chimiothérapie s'il y en a eu, et qui peut être apparue à cause de l'hormonothérapie, ou alors était déjà présente avant et ça a été aggravé par l'hormonothérapie. Les oestrogènes, ils ont une action sur le fonctionnement du vagin et de la vulve, ou ce qu'on appelle la muqueuse vaginale. Elle va être, quand on a plein d'œstrogènes dans le sang, donc quand on n'est pas ménopausé, qu'on ne prend pas d'hormonothérapie, la muqueuse vaginale, l'intérieur du vagin, il va être très épais, avec plein de vaisseaux. Les vaisseaux, ça va permettre une hydratation, une lubrification. Le vagin est tout plissé. Il y a des bonnes bactéries dedans parce qu'il y a toute une flore vaginale qui est liée aux oestrogènes, qui est là pour protéger le vagin, et tout va bien. Quand on est ménopausé ou quand on a une hormonothérapie qui va faire baisser le taux d'œstrogène, il va plus du tout avoir cette action au niveau du vagin, et on va avoir les tissus qui vont être tendance à être tout fins, beaucoup moins vascularisés, beaucoup plus sensibles et irrités, avec aussi une action sur la flore vaginale. On va revoir ça juste après. Et dans ces cas-là, on peut avoir un inconfort quotidien ou pas quotidien, des brûlures vaginales, des douleurs pendant les rapports plutôt en profondeur, comme des brûlures, voilà, au moment des rapports. La flore vaginale qui se déséquilibre totalement, on peut avoir des troubles urinaires. Tout est déséquilibré à ce niveau-là. Il existe des traitements. Et je vais vous donner un petit peu des petites clés. Alors déjà, pour faire sa toilette, il ne faut pas utiliser, mais alors ça, il faudrait que tout le monde fasse ça, hein, qu'on ait un cancer du sein ou pas. Il ne faut pas utiliser les savons de Marseille classiques, c'est beaucoup trop agressif pour la vulve qui a une peau beaucoup plus sensible que le reste de la peau du corps. Il faut utiliser des soins intimes spéciaux pour l'hygiène intime, des savons, donc soit des produits sur gras avec savon, soit sans savon. Voilà des femmes qui me disent qu'il n'y a que l'eau qu'elles tolèrent pour pouvoir se laver au niveau de la vulve. Et je vous ai donné des exemples, c'est pas du tout exhaustif, hein, des exemples de soins lavants intimes qu'on trouve en parapharmacie. Voilà, on connaît Saforel, Hydralin, Roger Cavaillès, les soins lavants qu'on peut prendre pour les nourrissons, par exemple, qui sont sans savon, c'est aussi très bien. Il faut faire attention à sa vulve. On va dire que ça, c'est de l'éducation de chaque femme. Et il faut surtout pas nettoyer à l'intérieur du vagin. Le vagin, il s'auto-nettoie tout seul. Je vous ai dit, il y a plein de petites bactéries qui participent au bon fonctionnement du vagin. C'est ce qu'on appelle la flore vaginale. Si on l'agresse à chaque fois avec un savon, elle va finir par totalement se détériorer et favoriser des mauvaises bactéries et ce qu'on appelle une vaginose, un déséquilibre de la flore. Ça, on va dire que c'est des recommandations pour tout le monde, et encore plus quand on est sous hormonothérapie, parce que voilà, on a vu la vulve, le vagin, ils vont être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus irritables, et donc il faut y faire encore plus attention. Et si on a besoin, et souvent il y a besoin, d'hydrater à ce niveau-là, on peut prendre des traitements sans hormones qui sont sous forme de crème ou de gel, ou sous forme d'ovule pour le vagin si on veut.
Ce qui est recommandé, c'est ceux qui sont à base d'acide hyaluronique. Si vous voulez, c'est comme les crèmes du visage anti-rides, et ben c'est pareil, il faut les appliquer aussi au niveau de la vulve et du vagin. C'est comme je vous disais, c'est des tissus extrêmement sensibles qui ont besoin d'être hydratés. Et moi, je dis à mes patientes, c'est une routine beauté de la vulve et du vagin qu'il faut mettre en place, comme quand on se met de la crème sur le visage, et ben il faudra le faire aussi au niveau gynécologique. Sur la vulve, étant donné qu'il y a les frottements des vêtements, etc., ben, en général, il faut le faire au moins une fois par jour. Et pour le vagin, euh, c'est le minimum du minimum, c'est 2 fois par semaine. Et il y a des femmes qui me disent, bah, moi, pour être vraiment bien, pour plus avoir de symptômes, j'ai besoin d'hydrater tous les jours. Et ben, dans ces cas-là, c'est tous les jours. Et au moment des rapports, ne pas hésiter à utiliser des lubrifiants de façon systématique, même si on a une bonne lubrification, qu'il y a une bonne excitation. Voilà. Il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue, à son pharmacien, bon, à son oncologue. Je vous ai dit, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Mais vraiment, c'est super important. Moi, je vois trop de femmes qui ont été laissées avec leur sécheresse vaginale parce que c'était pas, on va dire, le plus important, où elles n'ont pas osé en parler, etc. Et ça fait des années qu'elles ont ça, et alors qu'il y a plein de choses qui existent et qui marchent très bien. Il y a aussi d'autres techniques qui ont été développées, qu'on entend parler plutôt dans les médias, le laser, l'injection d'acide hyaluronique ou de plasma, la photobiomodulation ou la PBM. Bon, il faut savoir qu'il faut rester assez prudent par rapport à ça. Il y a des études qui sont en cours pour savoir si c'est efficace ou pas par rapport aux autres traitements, pour savoir si c'est totalement sécurisé également. Euh, et donc, voilà, il n'y a pas de preuves pour l'instant scientifiques pouvant démontrer que les autres techniques soient spécialement efficaces ou sécurisées. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, ne pas se précipiter dessus et essayer les autres, ce qui existe avant de tester ces techniques-là. Je vous ai fait aussi, pareil, pas une liste exhaustive, mais je vous ai remis un peu des petits tips, des marques qu'on retrouve régulièrement en parapharmacie, qui sont assez développées, on va dire. Étant donné que c'est de la parapharmacie, c'est non remboursé malheureusement. Ça, c'est un grand drame, mais je n'y peux rien. C'est comme ça, malheureusement. Donc, c'est comme ça. Et donc, chaque pharmacie décide du prix auquel elle vend ses médicaments. Enfin, c'est pas des médicaments, c'est ces traitements de parapharmacie. Donc, il faut aussi trouver la pharmacie qui est pas trop chère. Euh, voilà, donc à base d'acide hyaluronique, il y a plein de marques. Je vous en ai mis 4 qu'on va dire qu'on trouve assez facilement en parapharmacie. Je ne sais pas laquelle est plus efficace ou pas. Celle qui est efficace, c'est celle qui vous convient. Aucun n'a été testé l'un contre l'autre. Pour mettre au niveau du vagin, je vous ai dit, ça existe en ovule, comme on met comme les ovules contre la mycose, par exemple, ou alors avec des gels qu'on met avec un applicateur qui ressemble à un petit applicateur à tampon. Ça, c'est un peu selon avec quoi on est le plus à l'aise. Et au niveau vulvaire, ben, c'est une crème ou un gel. Il y en a aussi d'autres qui ont été développés qui ne sont pas à base d'acide hyaluronique, qui sont à base de glycérine, de vaseline et de polycarbophile qui va faire une sorte de film protecteur au niveau du vagin. Pareil, des noms de marques relativement connus. Pourquoi pas, si ça vous convient, c'est tant mieux. On a quand même régulièrement l'impression que c'est moins efficace que ceux qui sont à base d'acide hyaluronique. Après, c'est juste un retour d'expérience et de patiente, mais il n'y a pas, encore une fois, pas d'études particulières sur ça. Et puis, il y a des femmes qui me disent, bah, moi, j'utilise au niveau vulvaire, parce qu'au niveau du vagin, c'est quand même difficile de mettre de l'huile, mais au niveau vulvaire, elles me disent, bah, moi, je mets de l'huile essentielle d'amande douce, de coco, du beurre de karité, et ça fait vraiment du bien, et ça marche. Et je dis, bah, tant mieux, continuez comme ça. Si vous avez trouvé la solution, c'est ce qui me convient totalement.
Euh, s'interrompre 2 petites minutes parce que mm. j'ai quelques questions à ce sujet. Entre autres, Isabelle qui nous demande si on n'a pas constaté de sécheresse, est-ce qu'il faut faire ce rituel en préventif ou c'est pas du tout adapté? Euh, Pas forcément. Alors, la question de la toilette, oui, ça faudra que tout le monde fasse comme ça. Après, s'il y a vraiment aucun symptôme, aucune gêne, voilà, bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. Si quand on examine, ça fait pas mal, si les rapports sont pas douloureux, eh ben tant mieux. Dans ces cas-là, en effet, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'hydrater forcément, ou alors peut-être une fois de temps en temps, voilà. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, étant donné qu'on ne sait pas forcément si ça va arriver ou pas, on peut aussi le faire en préventif au départ, hein. Euh, et puis après, arrêter et voir ce que ça donne. Il n'y a pas de, Hum, il y a pas de traitement particulier dedans, hein. C'est de l'eau, de l'acide hyaluronique, etc. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage. Donc, hormis le problème du prix, comme je vous disais, sinon, il n'y a aucun risque pour la santé, aucun risque de le faire en préventif versus en curatif. Mm. d'accord. Et est-ce qu'on peut utiliser Enfin, non, je prends. Mon oncologue m'a dit qu'il faut éviter les probiotiques, me dit Christine. Est-ce que c'est valable pour les ovules vaginales, par exemple, de type Bactigine? Alors, maintenant, ça n'existe plus par voie vaginale, les probiotiques, mais c'est très très récent, hein. C'est plus que par comprimé à avaler. Euh, En soi, on va dire, hormis si on a une immunodépression, donc si notre immunité est extrêmement faible, en général, c'est pas à cause de l'hormonothérapie, mais peut-être qu'on a une autre maladie qui fait qu'on doit prendre des traitements contre l'immunité ou des choses comme ça. En général, ils n'aiment pas trop les probiotiques parce qu'on va apporter des bactéries qui sont censées être bonnes pour le corps, hein. Les probiotiques, c'est ça, on renouvelle les bactéries qui sont bonnes pour le corps. Mais si on est très très fragile au niveau immunité, en effet, parfois, c'est pas spécifiquement recommandé. Après, quand on a juste entre guillemets un cancer du sein et une hormonothérapie, y a pas, l'immunité n'est pas spécifiquement impactée et on peut prendre des probiotiques s'il y a une raison. Après, si c'est juste en prévention, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais par contre, si on prend des probiotiques parce que on a eu plein d'infections urinaires, on va en parler juste après, ou alors plein de troubles de la flore vaginale, de vaginose, etc. Là, il y a une raison et ça sera bénéfique. Après, moi, encore une fois, je ne suis pas votre médecin. Hum, Voilà. En tout cas, par voie vaginale, maintenant, ça n'existe plus, mais juste depuis quelques mois, hein. ah, d'accord. D'ailleurs, j'avais un truc sur les probiotiques juste après. Ah, ok, super. Et du coup, contre la sécheresse, j'avais aussi une question. Est-ce qu'on peut utiliser de l'huile végétale de coco et aussi est-ce qu'on peut utiliser de la vitamine E en spray interne et externe? Oui, alors le coco, bah voilà, ça fait, je l'avais mis là, c'était des retours de femmes, hein, parce que pourquoi pas, aucun souci. La vitamine E aussi, ça marche très bien, en effet. Je l'ai pas mis parce que on le prescrit surtout quand il y a vraiment une sécheresse extrêmement intense et ça marche très bien et c'est aussi extrêmement cher. Beaucoup plus cher aussi que ceux que je vous ai listés là. Mais vitamine E, les dermatologues, ils l'utilisent beaucoup également, donc pas de souci si c'est ça qui vous convient. Mm. D'accord, ok. C'est un problème qui peut disparaître comme ça aussi. Voilà, ça peut venir et disparaître, nous demande Julia. Bah écoutez, oui. Euh, Après, comme je vous disais, les effets secondaires sont très très dépendants de chaque femme et peuvent Bon, aussi varier au cours de la vie et au cours du traitement d'hormonothérapie. Donc, ça peut, je vois pas de raison pour lesquelles ça ne pourrait ne pas varier. ok. Euh, Bah, du coup,
Donc, on a parlé des troubles de la flore vaginale, les vaginoses. Comme vous disiez, le vagin, il est protégé par tout un ensemble de bactéries, champignons, virus, etc., qui le protègent. C'est ce qu'on appelle la flore de Doederlin, peu importe. Ou le microbiote, on parle beaucoup de microbiote Hum, digestif. Ça existe au niveau vaginal également. Ça protège le vagin, ça fait un petit film à l'intérieur. Et le vagin, pour qu'il fonctionne bien, il doit être relativement acide et ça participe à cela. Euh, les antibiotiques, la chimiothérapie, les carences en oestrogènes, pour plein de raisons, dont l'hormonothérapie et certaines femmes plus particulièrement sensibles, sont des causes de troubles de flore vaginale, donc ce qu'on appelle les vaginoses. Et en général, c'est des pertes vaginales qu'on n'avait pas auparavant, qui sont un peu jaunes ou vertes, qui sont malodorantes, voire parfois il y a des brûlures vaginales, des démangeaisons, c'est plutôt quand il y a une mycose, mais bon, une vaginose, ça pourrait aussi donner des démangeaisons. Bref, il y a quand même des symptômes. Dans ces cas-là, bien sûr, il faut en parler à son médecin. En prévention de ça, comment éviter d'avoir trop de troubles de la flore vaginale? Déjà, il faut éviter de mettre des prothèses slip tout le temps. Ça irrite énormément au niveau de la vulve et ça a fini par déséquilibrer la flore à ce niveau-là. Et si on a absolument besoin de prothèses slip parce que, par exemple, je ne sais pas, il y a des fuites urinaires ou des choses comme ça, faut vraiment en choisir des sans parfum, totalement en coton, voire ceux qui se lavent, là, des prothèses slip en tissu. Pourquoi pas des trucs vraiment très doux, hein, le plus doux possible, et au mieux aucun. Éviter les vêtements synthétiques trop serrés. Éviter les sous-vêtements la nuit si vraiment on est sensible à ce niveau-là. La toilette, on en a parlé. Pas de toilette du vagin, ne pas se nettoyer après être allé aux toilettes avec des lingettes, parce que pareil, c'est extrêmement abrasif avec les parfums, etc. Et ça va finir par tout décaper et irriter totalement la peau. Et puis, il y a certaines femmes qui, systématiquement, dès qu'elles prennent des antibiotiques pour n'importe quelle raison, elles ont des mycoses ou elles ont des vaginoses. Et dans ces cas-là, ben, il suffit de le dire au médecin qui prescrit les antibiotiques en disant, bah voilà, systématiquement, après, j'ai une vaginose, et ben, il vous prescrit ou vous prenez à la pharmacie directement des probiotiques, justement, juste après avoir fini les antibiotiques. Les antibiotiques, ça va détruire les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Et on peut être plus ou moins sensible à ça. En préventif, on a dit on peut prendre soit des probiotiques, soit des prébiotiques. Bon, il y a une petite subtilité entre les deux. Maintenant, c'est que par voie orale. Et si on a vraiment une vraie vaginose, en général, ça se voit sur le prélèvement vaginal où on regarde quel type de bactéries il y a. Et ben dans ces cas-là, le traitement, c'est des antibiotiques au départ pour éliminer toute cette mauvaise flore et une cure de flore vaginale pour refaire la bonne flore. Un peu comme pour les infections urinaires finalement. Toujours pareil, on enchaîne sur les infections urinaires, les brûlures urinaires. Je vous ai mis un petit schéma anatomique pour vous rappeler que là où on fait pipi, le méa urinaire, il est vraiment juste à côté de l'entrée du vagin. Et en fait, toute cette partie, et autour, c'est la vulve bien sûr, et tous ces tissus-là sont les mêmes. Et donc, si l'un est impacté, l'autre aussi. Bah voilà, la carence en oestrogène, ça peut, et les troubles de la flore, ça peut favoriser des infections urinaires à répétition ou des brûlures urinaires quand on fait pipi alors qu'il n'y a pas d'infection. Et il y a des femmes qui peuvent avoir plein d'infections urinaires dans l'année. En prévention de tout ça, il faut bien sûr beaucoup boire, ne jamais se retenir d'aller uriner, porter des sous-vêtements en coton, pas trop serrés, aller uriner après les rapports. Et puis parfois, ça peut aider de faire ça toujours en cure, de prendre un mois de probiotiques ou alors un mois de compléments alimentaires à base de cranberry ou autre. Parfois, ça peut vraiment aider pour les femmes chez qui on s'en sort pas. Et puis, s'il y a vraiment une infection urinaire
diagnostiquée avec une bactérie identifiée, bien sûr, le traitement, c'est les antibiotiques. Toutes les mesures de prévention, ça ne marche plus une fois que l'infection urinaire est présente. Et je vais finir par les troubles gynécologiques. Après, on passe directement par autre chose, mais comme ça, on aura vraiment parlé de tout ça parce que, encore une fois, j'en vois beaucoup, beaucoup en consultation. Les troubles du périnée. Je vous ai remis un petit schéma anatomique aussi, c'est une de mes collègues qui me l'a donné, pour vous dire qu'à l'intérieur, en profondeur, il y a plein de muscles qui entourent le vagin, la vulve, l'urètre, etc. C'est les muscles du périnée, celui dont on entend parler surtout pendant les grossesses finalement. Et on peut avoir différents types de symptômes. Soit les muscles se sont relâchés parce qu'on est fatigué. L'âge aussi fait que ça se relâche au fur et à mesure. Si on a eu beaucoup de variations de poids. Aussi s'il y a une carence en hormones et aussi au moment des grossesses, les muscles se relâchent. Ça peut donner des fuites urinaires, des fuites de gaz, une sensation de pesanteur, voire même ce qu'on appelle le prolapsus ou la descente d'organes entre guillemets, où voilà, les muscles sont totalement relâchés et tous les organes au niveau de l'abdomen ont tendance à vraiment descendre au niveau du vagin. C'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être favorisées par l'hormonothérapie. Et à l'inverse, on peut avoir aussi ces muscles-là qui sont beaucoup trop contractés, ce qu'on appelle une contracture périnéale, ou dans un horrible mot qui s'appelle le vaginisme, mais c'est vraiment pas du tout utilisé en médecine. Et souvent, c'est le cas chez des femmes qui ont eu pendant très longtemps des douleurs lors des rapports, douleurs pour plein de raisons différentes, hein, juste pour une simple sécheresse vaginale qui n'a pas été bien traitée. Et puis, à chaque rapport, c'est douloureux, etc. Et après, il y a tout un mécanisme d'anticipation, de peur d'avoir mal, etc. Et tous ces muscles-là vont se contracter de façon totalement involontaire. Et ça va du coup être un cercle vicieux et ça donne surtout des douleurs à l'entrée du vagin lors des rapports. Les douleurs plus en profondeur à ce type de brûlure, c'est plutôt lié aux tissus qui sont amincis, fragilisés, etc. Et si c'est vraiment au niveau de l'entrée, c'est souvent lié à tous ces muscles-là qui entourent l'entrée du vagin et qui peuvent être totalement contractés. Et ça se dépiste lors de l'examen clinique. Heureusement, il y a des choses qui existent également. C'est la kiné périnéale très principalement. Donc, soit on a des symptômes de relâchement de muscles et dans ces cas-là, on va les remuscler et c'est le même principe que la rééducation périnéale après une grossesse. Il y a plusieurs techniques avec la main, avec la sonde, enfin, voilà. Je vous ai mis un site internet qui recense des kinés et des sages-femmes. Les sages-femmes font ça aussi, qui sont spécialisées là-dedans. Et si c'est plutôt des symptômes liés à une contraction involontaire des muscles, eh ben, il y a toute une kiné de relaxation périnéale. On va apprendre à reprendre contrôle de ces muscles et à les relâcher de façon consciente. Parfois, donc, les relâchements périnéaux, ça donne une incontinence urinaire ou une vessie qui a tendance à être un peu trop sensible et donc ça donne des incontinences urinaires. Il y a des traitements médicamenteux pour ça. Et puis, dans des cas assez rares, mais ça existe toujours, quand on a une véritable descente d'organes, on peut proposer parfois la chirurgie. Tout un autre sujet, ou peut-être on fera les questions à la fin, je pense. J'ai choisi de parler des douleurs articulaires et musculaires parce que aussi c'est un truc dont on entend souvent parler et c'est surtout avec les anti-aromatases, pas que, mais surtout. C'est des douleurs au niveau des articulations ou au niveau des muscles, sensation de raideur, surtout le matin, impression que les doigts sont gonflés. Le plus souvent, ça touche les mains, les poignets, les genoux, le rachis et les épaules.
Parfois, ça peut être une atteinte plus inflammatoire, avec vraiment une vraie inflammation de l'articulation ou des tendons, ou ce qu'on appelle un syndrome du canal carpien, qui sont des douleurs liées à des nerfs au niveau du poignet. C'est une atteinte qu'on appelle symétrique, donc c'est souvent des deux côtés, hein. Si c'est juste que d'un seul côté, c'est pas très évocateur de quelque chose lié à un médicament. Après, tout existe en médecine, mais je vous dis ce qui est quand même le plus fréquent. Et en général, ça peut apparaître, toujours pareil, au début du traitement. Et puis, heureusement quand même, c'est plutôt assez rare que ça persiste extrêmement longtemps. Ça finit par disparaître ou du moins bien s'atténuer au bout de quelques mois ou 1 an et demi de traitement. Mais c'est rare que ça persiste au-delà. À quoi c'est dû? Ben, on ne sait pas trop. On pense qu'il y a un effet de diminution du seuil de la douleur, parce que le seuil de la douleur, c'est le moment pour chacun où on détermine qu'une sensation est douloureuse ou pas. Donc, c'est déjà très dépendant de chaque femme. Et puis, on pense que l'hormonothérapie, ça va baisser ce seuil de la douleur. Donc, on va avoir plus facilement mal qu'auparavant. C'est quelque chose au niveau cérébral, hein, neurologique, c'est pas psychologique. On pense que ça a un effet directement sur le cartilage, mais ça ne provoque pas d'arthrose. L'arthrose, c'est vraiment des cartilages qui s'abîment, et a priori, ça n'est pas lié à l'hormonothérapie, c'est plutôt lié à l'âge, au surpoids et à la répétition de certains gestes qui vont abîmer les articulations. Et on pense aussi qu'il y a un effet de l'hormonothérapie sur l'inflammation. Et donc, ça peut donner des inflammations, comme on a dit, des articulations, des muscles ou autres. Et donc, donner ces douleurs. Qu'est-ce qui marche contre ces douleurs-là? Eh bien, ça paraît assez bizarre, mais c'est vraiment démontré. L'activité physique, ça va aider à diminuer les douleurs. Alors, quand on a mal, on n'a pas forcément envie de bouger, mais il y a tout un effet de ce qu'on appelle dérouillage. D'ailleurs, souvent, je vous ai dit, les douleurs, c'est plutôt le matin, et au fur et à mesure de la journée, plus on bouge, moins on a mal. Et ben, l'activité physique, ça va aussi avoir cet effet-là. Et s'il y a besoin de se remettre en forme pour pouvoir faire de l'activité physique, eh ben, il faut le faire. Ça s'appelle la kiné de reconditionnement. Si on est en surpoids, la perte de poids va aider également au niveau de ces douleurs. Aussi parce que tout bêtement, il y aura moins de poids au niveau des articulations, hein. On peut prendre des antidouleurs, soit locaux, par exemple les anti-inflammatoires locaux, ou alors par comprimé, soit Doliprane, soit anti-inflammatoire en faisant attention à son estomac. L'acupuncture, ça peut bien marcher également. Et puis dans certains cas, et on ne sait pas trop pourquoi, et ça c'est uniquement à discuter avec votre oncologue, quand on prend des anti-aromatases, je vous ai dit, il y a 3 molécules et elles ont toutes la même efficacité. Et parfois, on se rend compte que si on change de l'une à l'autre, eh ben, en ayant la même efficacité sur le cancer, il y a moins les effets secondaires d'une molécule à une autre. C'est très variable d'une femme à une autre. On ne sait pas vraiment l'expliquer, mais ça a été vu plus d'une fois, et donc ça peut être quelque chose qui peut se discuter avec votre oncologue. Et puis, il y a certains antidépresseurs qui peuvent aider sur les douleurs et aussi sur les bouffées de chaleur. C'est pas parce qu'on pense que c'est lié à la dépression, hein, c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'au niveau du cerveau, ça peut avoir ça peut prendre les mêmes voies d'accès, à la fois la douleur et à la fois la dépression. Et donc, les antidépresseurs, certains, peuvent avoir une action bénéfique par rapport à ça. Encore une fois, il vaut mieux prendre avec son oncologue. C'est pas tous les antidépresseurs, il y en a qui sont contre-indiqués parce qu'ils ont des interactions avec les autres traitements. Donc, à discuter, mais ça existe. Et j'enchaîne sur les bouffées de chaleur qui sont liées directement à la carence en œstrogènes. Donc, c'est principalement lié aux anti-aromatases.
Malheureusement, ce qui marche le mieux contre ça, c'est le traitement hormonal de la ménopause, mais on n'a pas le droit de le prendre quand on a eu un cancer du sein. Et donc, il y a plein d'autres choses qui peuvent aider. Euh, Tout ce qui est déjà hygiène de vie, activité physique, alimentation équilibrée, éviter tout ce qui est excitant le soir, tabac, alcool, plats épicés, etc. Ça peut aider pour les bouffées de chaleur qui peuvent survenir plus tôt la nuit. Tout ce qui est hypnose, méditation, sophrologie et euh, thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça, c'est des choses qui sont faites avec des psychothérapeutes. Ça marche aussi extrêmement bien. Il y a aussi l'acupuncture et l'auriculothérapie, qui est une sorte d'acupuncture au niveau des oreilles. Parfois, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent marcher. La bufène, certains compléments à base de pollen ou l'homéopathie. Mais attention vraiment, quand vous prenez des compléments alimentaires, c'est toujours après avis de votre médecin et votre pharmacien, parce que tout ce qui est à base de plantes peut avoir une interaction avec les médicaments qu'on prend. C'est pas du tout anodin. Donc, signalez bien tout ça à votre pharmacien et à votre médecin et demandez leurs conseils. Et de la même façon, il y a aussi certains antidépresseurs qui ne sont pas donnés pour la dépression, mais à visée de contrôle des bouffées de chaleur, et ça marche aussi, ça peut aussi extrêmement bien marcher. Et c'était tout ce que j'avais choisi d'aborder directement aujourd'hui, et puis maintenant, on peut passer aux questions, aux autres questions. Alors, ben moi, j'ai fait un petit récapitulatif sur mon papier, parce qu'il y a eu plein de questions. Donc, la première que j'avais notée, en tout cas sur les effets secondaires, euh, c'était concernant la testostérone qu'on a abordée au tout début. Il y Mm. avait quelqu'un qui demandait, la testostérone n'étant plus transformée avec l'anti-aromatase, est-ce qu'on va développer des effets secondaires masculinisants? Non, parce que ça reste quand même des taux très très faibles. Donc, Ok. non, c'est normal pour une femme d'avoir un tout petit peu de testostérone, hein. D'ailleurs, on en a toutes un petit peu. Les hommes en ont beaucoup plus. Mais du coup, c'est à des taux tellement faibles que pour les effets masculinisants, il n'y en a pas. Ok. Une autre question, est-ce qu'il y a des effets secondaires spécifiques des inhibiteurs de l'aromatase qu'on ne retrouve pas dans d'autres traitements? Euh, alors, par rapport aux symptômes qu'on peut avoir, bah, je vous ai dit, les bouffées de chaleur, les douleurs, c'est plutôt avec les anti-aromatases quand même, plutôt qu'avec le tamoxifène. Après, il y a un autre effet secondaire que j'ai pas abordé là, mais peut-être une autre fois, qui est invisible. C'est le risque au niveau des os de développer une ostéoporose, donc que les os se fragilisent et deviennent donc qu'ils puissent se fracturer plus facilement, pardon. Et donc ça, mais ça c'est pour des recommandations de prescription, hein. Il faut contrôler les os avec ce qu'on appelle une ostéodensitométrie, c'est une sorte de radio un peu élaborée pour savoir si les os sont fragilisés ou pas. Et on fait ça avant le début du traitement par anti-aromatase et ensuite, en fonction du résultat initial, on recontrôle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. En parallèle de ça, pour éviter l'ostéoporose qui arrive de toute façon avec l'âge en général, il faut bien prendre de la vitamine D, et ça, votre médecin traitant peut vous le prescrire, et faire attention au calcium que vous prenez dans votre alimentation. Et encore plus si vous êtes intolérante au lactose, dans ces cas-là, il faut peut-être même penser avec son médecin à prendre du calcium en comprimé en plus parce que c'est rare qu'on arrive à avoir assez de calcium avec juste euh, des amandes et d'autres fruits et légumes qui sont moins riches en calcium que les laitages en général. Euh, qu'est-ce qui est... Et puis au niveau des anti-aromatases, mais ça aussi pareil, c'est des choses invisibles. On surveille un petit peu plus le cholestérol, les triglycérides, parce qu'il peut y avoir un peu plus de risque qu'il y ait une augmentation de ce côté-là. Mais c'est pareil, c'est votre oncologue qui, dans les prises de sang que vous faites peut-être régulièrement, regarde ça également. Mais c'est des choses qui ne donnent pas de symptômes directement. D'accord.
Alors, bon, ça, vous avez déjà un peu répondu à est-ce qu'on peut changer de traitement anti-aromatase en cours? A priori, oui, pour éventuellement avoir un effet sur les effets secondaires. Et est-ce qu'ils ont tous les mêmes effets ou pas? J'avais le cas d'une femme qui me disait qu'elle avait changé 3 fois, je crois, et pas d'amélioration. Donc, elle se demandait un petit peu si Bah, comme je vous elle disais, devait. c'est très dépendant d'une femme à une autre. Déjà, je vous ai dit aussi qu'on ne sait pas trop pourquoi, quelquefois, chez certaines femmes, quand on change, ça va mieux. Et Ouais, donc, mais ça veut dire aussi que dans beaucoup de cas, même si on change, ça ne va pas forcément mieux. Donc, enfin, voilà, c'est des sortes de retours d'expérience que je vous fais. Et parce que à l'époque, je suivais aussi des femmes sous hormonothérapie et qu'on pouvait de temps en temps tester ça. Mais encore une fois, il faut pas tout miser dessus. Il y a plein d'autres choses, vous avez vu, qu'on peut mettre en place et qui peuvent très bien marcher également. Et aussi, c'est une décision à prendre en concertation avec votre oncologue et c'est pas comme ça, vous de votre côté ou vous avec votre médecin traitant. Voilà. Après, pourquoi ça ne marche pas, on ne sait pas, et pourquoi ça marche de temps en temps, on ne sait pas non plus. C'est très dépendant, hein, le corps fait des choses étonnantes parfois et on ouais, ne sait pas tout expliquer. d'accord. Bon, ça arrive. Est-ce que j'avais une question sur la contraception aussi? Quel type de contraception on peut utiliser pendant l'hormonothérapie? Bah déjà, quand on a un cancer du sein, ça n'est plus que des contraceptions sans hormones. Donc, enfin, schématiquement, les préservatifs. Mais bon, c'est efficace que si on les utilise bien. Et sinon, et c'est très, très, très répandu, le plus efficace, c'est le stérilet au cuivre, euh, puisqu'il est sans hormones. Il est Mhm. extrêmement efficace en termes de contraception. Et en plus, il est posé pour 5 ans, ce qui est relativement pratique également. Malheureusement, on n'a plus le droit de prendre de pilules ou de stérilet hormonal ou d'implants ou de patchs une fois qu'on a eu un cancer du sein. Mais ça reste très important, voilà, chez les femmes qui ne sont pas ménopausées, d'avoir une contraception parce que tous les traitements qu'on donne sont très toxiques pour la grossesse. Et j'en profite pour dire pour que le tamoxifène qu'on prend donc chez les femmes non ménopausées, ça donne des malformations chez les fœtus. Donc, il faut absolument avoir une contraception, discuter avec votre gynécologue, une contraception sans hormones. D'accord. Alors, j'avais pas mal de questions sur les effets secondaires, pardon, liés aux troubles de l'humeur. Est-ce que vous savez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'ils sont fréquents? Est-ce qu'il y aurait des risques de dépression notamment? C'est vrai que j'ai pas abordé parce qu'on peut pas tout aborder en une seule fois. Ben non. Euh, mais je pense qu'il faut faire, enfin, ça existe. Et c'est même plutôt lié à l'ensemble des traitements du cancer du sein en général. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études en cours parce que on va dire que jusqu'à pas si récemment que ça, pas si tardivement que ça, ben le seul but c'était de guérir. Et puis maintenant, le but c'est de guérir avec une bonne qualité de vie. Et tout ce qui est qualité de vie, gestion des effets secondaires, c'est quand même relativement récent. Il y a encore pas mal de choses à découvrir et pas mal d'études. Et pour ce qui est de troubles de l'humeur, c'est vrai. Il y a plus de fatigue. Également, alors, mais ça, c'est aussi quand on est ménopausé en général, on peut avoir plus de sautes d'humeur, etc. Parce que les oestrogènes, ils ont aussi une action au niveau cérébral pour gestion des émotions et tout ça. Et donc, l'hormonothérapie, ça peut aggraver les choses, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'hormonothérapie. Il y a aussi tout le contexte, le fait d'avoir eu un cancer, le fait peut-être d'avoir reçu de la chimiothérapie, d'avoir enchaîné tous les traitements, d'être fatigué, de plus forcément travailler, et ça a un impact aussi au niveau cérébral, trouble de l'humeur, fatigue, sommeil, etc. Donc c'est vraiment tout un ensemble plutôt que juste l'hormonothérapie, je dirais. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, c'est certain, et étudié parce que là, vraiment, on est plutôt dans les
prémices de la compréhension de tout ça. Après, voilà, donc ce qui peut aider, on va dire, pour les troubles de l'humeur, c'est de faire, voilà, essayer de faire attention à son sommeil, même si on peut avoir des troubles du sommeil avec tout cela, bien sûr. Aussi, stimuler, stimuler, psychologiquement, puisque parfois on a dû arrêter par exemple de travailler et puis c'est compliqué de revenir tout de suite et on a moins, d'interactions, on fait moins de choses, et cetera et de se stimuler un petit peu avec des exercices, cérébraux, ou autres, pour la mémoire, pour la concentration, etc. C'est aussi très bénéfique. Je sais pas si j'ai répondu un peu à côté, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de choses on va dire, c'est probablement une des voies pour la qualité de vie après un cancer du sein, une des voies où on a le plus de choses à faire encore. Et je sais qu'il y a pas mal de recherches en cours sur ça. Mm. D'accord. J'avais une question, alors c'est un petit peu lié quand même aussi, c'est Annie qui nous disait qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits, du coup elle prend des antidépresseurs. Est-ce que ça peut être aussi dû à l'hormonothérapie? Elle prend de l'anastrozole, me dit-elle. Bah, à ma connaissance, pas spécifiquement. Mhm. Après, encore une fois, je pense que c'est plutôt à prendre ça dans sa globalité, le contexte qui fait que on peut faire plus de cauchemars ou avoir besoin d'un antidépresseur, etc. Mais j'ai pas entendu parler pour l'hormonothérapie spécifiquement et encore moins pour l'anastrozole en tant que molécule. Je vous ai dit, on les prend toujours toutes les trois ensemble finalement. Donc voilà. D'accord. Et j'avais une question aussi sur les bouffées de chaleur, parce que tout à l'heure vous disiez que les douleurs articulaires, par exemple, ça disparaît au fil des mois. Est-ce que les bouffées de chaleur, on les a tout le temps, ou c'est comme les douleurs articulaires, ça tend à disparaître? Non, ça a plutôt tendance à disparaître également. Euh, Après, voilà, c'est pas le cas chez tout le monde, comme pour malheureusement à chaque fois. Mais ça a plutôt tendance à disparaître et où on trouve des moyens de mieux les supporter, mieux les contrôler, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose que il y aura pendant toute la durée de l'hormonothérapie et heureusement. Euh, Concernant la contraception, on a Sophie qui nous demandait est-ce que avec de l'anti-aromatase et l'anti-LHR, on a besoin d'une contraception? Bonne question. Oui. Euh, Il est vrai que les risques d'avoir une grossesse sont extrêmement faibles puisqu'on a dit qu'on a bloqué tout l'axe des oestrogènes et les ovaires, etc. Néanmoins, et ça c'est lié aux agonistes de la HRH, les injections, euh, néanmoins, ça n'est pas reconnu comme étant une contraception. Donc on ne peut pas dire de façon certaine que c'est 100% contraceptif, même si ça l'est dans la plupart des cas. Et donc, en théorie, il faut avoir une contraception en plus. En fait, D'accord. voilà, on ne prendre aucun risque vraiment de ce côté-là pour les raisons que je vous disais en termes de toxicité des traitements euh, et aussi parce que une grossesse n'est pas forcément la bienvenue directement après un cancer parce que ça peut avoir des effets euh, sur les rechutes, etc. Donc, on veut vraiment prendre aucun risque et donc pour être vraiment absolument certain, on associe une contraception, même si on a les injections et les anti-aromatase qui font que le risque est extrêmement faible, mais jamais de 0 à 100%. D'accord. Lydia nous demandait, est-ce que le fait d'avoir eu une ménopause sans trop de symptômes, ça permet de prévoir une bonne tolérance au traitement anti-hormones? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a vraiment étudié le lien. Après, c'est quand même plutôt de bon augure, mais les anti-hormones, quand on les prend après la ménopause,
ça va accentuer encore un tout petit peu plus la ménopause. Et donc, on pouvait ne pas avoir de symptômes et en avoir à cause de l'hormonothérapie, ou alors continuer à ne pas en avoir, toujours pareil, très dépendant de chaque femme. Et pas, on ne peut pas vraiment le dire de façon certaine. J'avais Stéphanie qui nous remontait aussi un peu plus de fatigue, des problèmes de concentration et de mémoire. Est-ce que c'est aussi en lien avec l'hormonothérapie ou c'est plutôt à prendre dans le parcours de soins global? Bah, la même réponse, plutôt le parcours de soins global. Après, l'hormonothérapie a sûrement aussi un impact en plus, hein, mais pas que elle, pas qu'elle toute seule. Je pense que c'est vraiment à prendre dans le parcours de soins global. Et c'est voilà la fatigue psychologique, etc. C'est vraiment quelque chose de plus en plus reconnu de la même façon qu'on ait eu ou pas de la chimiothérapie, qu'on ait eu ou pas de l'hormonothérapie, on se rend compte que les femmes, quand même, sont plus fatiguées après avoir eu un cancer du sein. Ah, ok. Et la prise de probiotiques, est-ce qu'elle peut aider en cas de problème d'impétuosité urinaire? Annie. Impériosité urinaire. Euh, Impé... Ouais. euh, Bah, si on pense que les impériosités urinaires, elles sont liées à, voilà, les tissus ambiants où il y a une mauvaise flore, où c'est peu hydraté, etc. Dans ces cas, oui. Après, si c'est une impériosité urinaire parce que il y a une descente d'organes, dans ces cas-là, ça n'aura pas d'effet. Ça dépend un peu de la cause. Et ça, c'est plutôt votre gynécologue ou votre médecin traitant qui peut voir avec vous en fonction des autres symptômes que vous avez ou que vous n'avez pas, etc. Après, ça n'a pas trop d'impact de tester, hein. Sauf si vous avez une immunodépression, comme on a dit juste avant. Ouais. Euh, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'autres antécédents, on va dire, c'est pas. Au pire, vous testerez et ça n'aurait pas d'impact. Au mieux, ça aura un impact. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, je laisse encore un tout petit peu voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Oui, ça, c'est une bonne question, peut-être. Isabelle me demande, est-ce qu'au terme de l'hormonothérapie, on redevient comme une femme, entre guillemets, lambda, au niveau des inconvénients liés à l'âge? Bah, en fait, il y a la réponse de la question. Non, en fait, si les symptômes sont liés à l'hormonothérapie, enfin, je vous ai dit, il y en a certains où on le sait et d'autres, c'est un peu moins le cas où on ne sait pas trop. Mais une fois qu'on l'arrête, ces symptômes disparaissent ou diminuent. Entre-temps, il ne faut pas oublier non plus qu'il s'est passé 5 ans, 7 ans, 10 ans et qu'on n'est forcément plus la même femme par rapport à avant lié à l'âge. Et il y a l'âge qui joue un rôle aussi, puisque plus on vieillit, plus on peut avoir des symptômes de ménopause, par exemple, ou autres. Euh, la réponse est oui, probablement que ça ira quand même mieux à la fin de l'hormonothérapie. Est-ce que ça sera exactement comme avant? Bah ça, on ne sait pas. Puisqu'entre-temps, il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Et j'avais une question parce que je l'ai un peu oublié, excusez-moi Carole, qui me demandait concernant le poids, est-ce qu'il y a des choses voilà, spécifiques dues à l'hormonothérapie sur la prise de poids? Euh, Bah, on a vu que l'hormonothérapie, enfin voilà, les oestrogènes en général, les hormones, elles ont aussi une action sur le foie, comment le corps réagit par rapport au sucre, au cholestérol, etc. Et euh, du coup, il faut faire encore plus attention à son hygiène de vie pour mieux supporter les traitements. En général, on a vu qu'à chaque fois, l'hygiène de vie rentre en compte quand même. Euh, pour aussi, bah, voilà, faire attention à pas avoir de cholestérol ou de diabète, etc. Et alors,
c'est pas si reconnu que ça que l'hormonothérapie donne forcément une prise de poids. Euh, mais par contre, à cause de cette carence en hormones, ça va modifier la façon que le corps a de gérer bah, tout ce qu'on a, l'activité physique, tout ce qu'on mange, etc. Il faut faire encore plus attention. Un peu comme quand une femme qui n'a pas de cancer du sein par l'hormonothérapie est ménopausée, pareil, c'est comme ça, et c'est injuste, mais voilà, c'est le corps, on est fait comme ça. Il faut faire encore plus attention à son hygiène de vie parce que c'est plus difficile de perdre du poids après et tout ça, parce que ce qu'on appelle le métabolisme, donc comment notre corps intègre le sucre, les graisses, etc., est différent quand on est ménopausé et donc quand on prend une hormonothérapie aussi. Qui a une sorte d'effet de ménopause, on va dire, versus quand on ne l'est pas et quand on ne prend pas d'hormonothérapie. Ok. Alors, je pense que là, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, mais je trouve que cette question, elle serait pas mal pour terminer. C'est Cécile qui nous demande, sous hormonothérapie, est-ce qu'on dit qu'on est en rémission ou en guérison? Euh, Ça, c'est un terme, on va dire, d'oncologue. Ça va dépendre de l'oncologue. Euh, pour les femmes, on dit qu'on est en guérison. Pour le médecin, on dit qu'on est en rémission. Parce que malheureusement, on est incapable de prédire l'avenir et de savoir ce qui va se passer plus tard. Et donc, je vous ai dit, l'hormonothérapie, on a dit que ça diminuait énormément le risque de rechute. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre. Après, le risque de rechute n'est jamais de zéro. Donc, c'est pour ça, ça dépend un peu si on voit comment l'oncologue voit la chose, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, quoi. Donc, ça va dépendre un peu de comment il le verbalise. On va dire que malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, même qui peut arriver très 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 longtemps après, même si on a bien pris toute l'hormonothérapie, etc. Néanmoins, heureusement, c'est pas la majorité des cas et la plupart des femmes seront guéries. Mais en fait, la guérison, c'est à chaque fois que on passe un examen et que qu'il est normal, on peut se dire je suis guérie. Vous voyez, c'est le temps qui passe qui fera dire au fur et à mesure qu'on est guéri. Mais ça, on va dire que c'est des moi, je sais, mais les oncologues à qui je travaille, ils se disent plutôt en rémission. Et j'en connais d'autres qui disent qu'ils sont plutôt guéris. Bon, ça dépend un peu de ce qu'ils en pensent. C'est pas vraiment un terme médical, on va dire. C'est pas une D'accord. définition. Ok. Moi, je préfère dire guéri. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire la surveillance, arrêter l'hormonothérapie, etc. Parce que on sait jamais ce que nous... Enfin, Mhm. on peut pas prédire l'avenir. On peut avoir mis Ok. toutes les chances de son côté et il faut mettre toutes les chances de son côté. Et dans ces cas-là, dans 80% des cas, c'était le seul événement, il n'y aura jamais de récidive, etc. Et donc, on sera guéri. Mais voilà. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous, mesdames, d'avoir été avec nous et d'avoir posé toutes vos questions qui font aussi que ça apporte beaucoup de choses à vous toutes qui nous suivez. Donc, merci, mesdames. Merci d'avoir été avec nous. Et bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour toutes ces réponses et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonne fin Au de journée. revoir. Bonne fin de journée.